Ah, vous étiez là. Voyez, dans le cabinet, il faut être plutôt polyvalent. Et alors, c'est pas beau ça? Immaculé, comme ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt pour votre première leçon? C'est parti. Avez-vous deviné? Aujourd'hui, on va parler de thé blanc. En même temps, il n'y a pas tellement de surprises puisque c'est écrit dans le titre de la... Ah, le thé blanc. Sans doute la famille de thé la moins comprise, et sur laquelle de nombreuses légendes urbaines pullulent. Mais nous y reviendrons à la fin de cette séance. Un bon thé blanc, c'est avant tout un produit issu d'une cueillette d'un haut standing, de celle qu'on appelle fine, voire impériale, c'est-à-dire un bourgeon seul sélectionné, ou un bourgeon et 1 à 2 feuilles maximum. On privilégie les bourgeons pour leur complexité aromatique. Bien sûr, on peut confectionner un thé blanc avec des cueillettes moins fines, voire des cueillettes ne contenant presque aucun bourgeon. Un tel thé blanc n'en sera pas moins intéressant, car il possédera très certainement plus de corps. L'histoire du thé blanc commence, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de thé, dans l'Empire du Milieu, la Chine. Le thé blanc et sa méthode de façonnage telle que nous la connaissons aujourd'hui puiseraient leurs origines au cœur de la dynastie Ming. En effet, des livres datant du XVIe siècle faisaient référence à un thé séché au soleil et non roulé, d'une qualité supérieure au thé traditionnellement chauffé. C'est au cours de la dynastie Qing, durant le règne de l'empereur Qianlong, qu'aurait été développé le fameux Baihao Yinzhen, littéralement aiguille d'argent au duvet blanc. S'il vous plaît, me tapez pas pour la prononciation. On voit par la suite apparaître l'autre grand classique en matière de thé blanc, le Bai Mutan ou Bai Mudan, littéralement pivoine blanche. Un thé réalisé à partir d'une cueillette à un bourgeon plus de feuilles. D'autres variantes seront développées et le thé blanc popularisé durant le règne de l'infortuné empereur Xianfeng, au milieu du 19e siècle. Oui, infortuné parce que le bonhomme a quand même dû gérer la révolte des Taiping et 2 des guerres de l'opium. Il était pas mal occupé. C'est dans la province du Fujian, plus particulièrement au cœur du Fuding, que le thé blanc moderne puise ses fameuses origines, mais aussi ses lettres de noblesse. En 1885, il sera fixé la méthode de fabrication. Par ailleurs, le thé blanc commence à s'exporter en Occident à partir de 1890. Cependant, la production et le rendement restent assez faibles par rapport aux autres familles de thé, même en Chine. Encore de nos jours, selon les chiffres de 2015, sur les plus de 2 millions de tonnes de thé produits dans l'Empire du Milieu, seules 17 000 tonnes étaient du thé blanc. Face à la demande croissante au fil des décennies, d'autres régions de Chine se sont mis à en produire, puis petit à petit d'autres pays. Parmi eux, l'Inde, notamment au Darjeeling, mais aussi le Sri Lanka, Taïwan ou encore le Népal. Même la France y est mise. J'en vois 2-3 rire au fond, mais regardez plutôt. Ça, ce sont des théiers poussant au cœur du Finistère, en Bretagne. Et ça, ce sont les feuilles fraîches issues de ces mêmes théiers, avec lesquelles, aux côtés de Michel Thévaux et Émile Auté, nous avons réalisé un véritable thé blanc français, l'été dernier. On en reparle très vite au travers d'un film documentaire que nous projetterons en classe. Attention, je surveillerai ceux qui voudront y rattraper leur nuit. C'est à ce moment-là que vous allez me dire... C'est bien gentil tout ça, mais le thé blanc, c'est quoi? La vraie question est, un thé blanc, c'est comment? Les bourgeons et jeunes feuilles nécessaires à l'obtention d'un bon thé blanc se cueillent principalement au printemps, entre fin mars et début avril, lors de la première vague massive de jeunes pousses, considérées comme les meilleures, après le repos d'hiver. Une fois que l'on a cueilli les feuilles fraîches, on va provoquer un flétrissement. Cela consiste à laisser les feuilles se métamorphoser par l'action des sucs et des enzymes naturellement présents à l'intérieur. On favorise bien souvent cette transformation chimique en les laissant sur un grand linge au soleil, ou dans des pièces bien aérées et ventilées, sur des nattes de bambou par exemple. Le but est de les attendrir et les assouplir, afin qu'elles ne se cassent pas lorsqu'on voudra légèrement les travailler. C'est aussi dès le flétrissement que va commencer à se développer le goût. Parce que, croyez-moi ou non, un champ de thé, ça ne sent pas grand-chose. Hormis peut-être le fumier si vous travaillez en bio. Par contre, lorsque les feuilles, une fois cueillies, commencent à flétrir... Et oui, revenons-en sur cette histoire de feuilles séchées. Si vous cueillez directement une feuille sur un théier pour simplement la faire sécher, comme on le fait pour de la verveine ou de la menthe, cela n'aura aucun goût à l'infusion. Ça sera tout juste un bon cracker végétal bien croustillant sous la dent.
On laisse flétrir donc, parfois plusieurs jours durant. Lors de ce long processus, les glucides sont pleinement libérés ainsi que certains acides aminés, tels que la L-théanine, responsable d'une certaine complexité dans l'arôme. Une molécule fort appétissante sur laquelle nous reviendrons à l'occasion. Après le flétrissement, on est alors descendu à 20% d'humidité contenue dans la feuille. Il est rare que l'on roule un thé blanc, mais certaines cultures le font. Le Vietnam ou la Colombie procèdent généralement à un ou plusieurs roulages sur certains de leurs thés blancs. Nous en avons d'ailleurs fait de même avec notre thé français. Dans tous les cas, on termine par un séchage final que l'on appelle parfois dessiccation. Celui-ci peut être réalisé par cuisson dans un four dédié en dépassant rarement les 40 à 50 degrés afin de garder toute la subtilité de ces jeunes pousses fragiles. Mais parfois, comme c'est le cas pour le Bai Hao Yinsen, ce séchage final peut se faire également au soleil lorsque les conditions climatiques le permettent. Dans tous les cas, l'objectif est de déshydrater les feuilles afin d'en faire un produit fini stable. À la fin de cette opération, on doit être descendu à 5% d'humidité au maximum. Souvenez-vous, j'évoquais tout à l'heure les nombreuses légendes urbaines qui gravitent autour du thé blanc. En voici une. Le thé blanc n'est pas oxydé. L'oxydation, c'est ce brunissement naturel des feuilles coupées lorsqu'on les laisse au contact de l'oxygène. Comme pour la pomme, vous croquez dans votre pomme, elle brunit, c'est l'action de l'oxygène. Ce sont les enzymes dont nous parlions tout à l'heure qui favorisent cette oxydation. Puisqu'on laisse flétrir le thé blanc pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, une légère oxydation apparaîtra forcément. On évalue le pourcentage d'oxydation à environ 12% dans le cadre de la méthode traditionnelle chinoise. Saviez-vous que l'on peut également faire vieillir un thé blanc ? Il est parfois même compressé en galettes ou en petits carrés, comme on le fait pour la plupart des pu'er, une autre famille de thé sur laquelle je reviendrai lors d'une prochaine leçon. On les affine ainsi pendant plusieurs années, comme un bon vin. L'intérêt de cet affinage est de transformer le goût avec le temps. Un pai mutan, par exemple, peut être compressé de cette façon-là et affiné. Donc, passons maintenant à la pratique, avec la présentation de la manière idéale pour infuser la plupart des thés blancs. Alors, vous aurez besoin d'une bouilloire à température sélective. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un type de bouilloire classique, mais dans ce cas-là, il faudra utiliser un récipient pour refroidir la température de l'eau. C'est très important, on va y revenir tout de suite. Ce petit ustensile qui nous permettra de éverser délicatement et réduire la température de l'eau. On utilisera, pour ce qui est de l'infusion, au choix un gaiwan ou une théière à petite contenance. On va pas mal doser les feuilles pour une petite quantité d'eau et faire de multiples réinfusions. Parce que oui, on peut réinfuser ces feuilles de thé, surtout sur des thés de cette qualité-là. Aujourd'hui, je vous présente 3 thés différents pour commencer, avec des thés 100% chinois. D'une part, le thé dont on a parlé tout à l'heure, le Bai Hao Yinsen. 100% bourgeon, comme vous le voyez, donc c'est un thé qu'on va doser généreusement et surtout qu'on va infuser à basse température pour ne pas trop heurter les bourgeons qui sont des pousses sensibles. Le deuxième thé, il s'agit de Bai Mutan. On l'a également évoqué, donc un thé avec une cueillette un peu moins fine, on prend un bourgeon et 2 feuilles. Donc pour le coup, c'est un thé qui est, on va dire, un peu plus puissant en goût que le Yinsen. Il est parfois préféré pour cette raison-là. C'est un thé qui se boit un peu à toute heure de la journée, qui sera moins caféiné que le premier. On va aussi parler de ça pendant l'infusion. C'est très bien pour commencer les thés blancs, le Bai Mutan. Donc aujourd'hui, on va infuser un Yinsen. Pour ce faire, je vais plutôt prioriser l'utilisation du gaiwan. Je vais d'abord le préchauffer. Le but du préchauffage est double. Tout d'abord, on va purifier les accessoires. C'est toujours une tradition en Asie de purifier les accessoires qu'on utilise. Ensuite, ça va me permettre de bien chauffer mon gaiwan, qu'on appelle aussi parfois zong, pour avoir une vapeur qui va se développer à l'intérieur. Voilà, maintenant que j'ai bien ma vapeur d'eau qui est concentrée dans mon gaiwan, je vais pouvoir, à l'aide d'une pince ou d'une cuillère à thé, c'est comme vous préférez, prélever 2 bonnes poignées, donc 2 bonnes cuillères pour vous. On respecte cette proportion d'environ 2 cuillères en moyenne pour une petite contenance comme ça. Et on peut monter à 2 cuillères bien bombées si vous voulez le faire dans 250 ml d'eau, donc 25 centilitres, qui est à peu près la contenance de cette théière juste à côté. Vous aurez peut-être l'impression d'en prendre trop, c'est normal, c'est parce que c'est à la fois léger
et volumineux. Donc on prend beaucoup moins de thé blanc avec une cuillère bien remplie qu'on ne prendrait de thé vert sencha par exemple qui est bien tassé. Voilà, on a laissé un peu la vapeur agir. Donc maintenant on va parler rapidement de la température. Dans le thé blanc, ce qui est intéressant, c'est les composants aromatiques qui vont surtout s'infuser en dessous de 80 degrés. Donc tous ces composants aromatiques sont particulièrement riches dans le thé blanc qui est très concentré en bourgeons. Et là, pour le coup, sur un Baihao Yinzen, c'est 100% bourgeon. Donc il n'y a aucune raison de monter au-dessus de 80 degrés quand on infuse un Yinzen, à moins de vouloir le pousser un peu lors des deuxième, troisième, quatrième infusions, et ainsi de suite. Donc, on est entre 65 et 75 degrés pour ce type de thé 100% bourgeon. Moi là, je suis à 100 ml. 100 ml, c'est un peu près ce que contient ce Gaiwan. Il faut une longue infusion pour un bon thé blanc de cet acabit. Alors c'est parti pour 5 à 7 minutes. Au bout de ces 7 minutes, on voit une légère coloration, mais ça reste très léger. Donc vous voyez que les tanins se sont très peu exprimés. Et nous allons vider tout ça directement dans notre doseur-verseur. On essaye d'attendre jusqu'à la dernière goutte. C'est là que le thé nous apprend la patience et la passion surtout. Parce que souvent, les dernières gouttes sont les plus prononcées. C'est celles qui ont retenu au fond du récipient le plus de saveur. Je tiens à faire un petit point par rapport à la concentration en caféine dans le thé blanc. Je vois beaucoup, à droite à gauche, écrit que le thé blanc serait faible en caféine ou en théine, qui est exactement la même chose. On y reviendra plus tard. Il s'agit d'une question qui n'est pas tout à fait tranchée. Il y a des données qui vont dans un sens comme dans l'autre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la caféine contenue dans un thé ne dépend pas de la famille de thé auquel il appartient. On sait par expérience, et ça a été mesuré, que les bourgeons sont fortement concentrés en termes de caféine. Eh bien, les thés blancs sont particulièrement concentrés, eux, en bourgeons. Donc, cela signifie que la plupart des thés blancs contiendraient, en théorie, pas mal de caféine. Donc, attention avec le thé blanc, ce n'est pas une tisane que l'on pourra boire le soir si on est particulièrement sensible à la caféine. D'autant plus avec ce Yinzen, qui est un thé qui est fortement concentré en caféine pour la plupart d'entre eux. Un Yinzen comme ça, ça peut justement vous donner un bon coup de fouet pour la journée. On peut tourner au Yinzen comme ça, directement dans les veines. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ce thé, qui est vraiment un thé à part. Nous allons terminer avec un deuxième et dernier thé, très différent, vous allez voir. Alors, pour cette deuxième dégustation, on met le Gaiwan de côté, et vous avez vu, j'ai gardé les feuilles, parce qu'on pourrait continuer à les infuser. Donc vraiment, ne jetez pas vos feuilles, surtout sur des beaux thés comme ça. Vous pouvez continuer à les infuser sur une deuxième, troisième, quatrième infusion. Dans ces cas-là, on augmente souvent légèrement la température de 5 à 10 degrés à chaque nouvelle infusion. Certaines fois, le temps va être plus court sur les infusions qui vont suivre ou plus long. Ça dépend des types de thé. Je vous mettrai en description des petits conseils pour vos multiples infusions. Alors, nous avons tout d'abord un thé blanc du Japon, qui est vraiment une production totalement artisanale, je dirais même confidentielle. Donc c'est un thé que nous avons la chance de proposer sur le comptoir Curiosity. Il a été, en plus d'être un thé blanc japonais, ce qui est déjà rare en soi, celui-là a été fermenté. Donc une fermentation qui s'est faite sur environ 10-11 mois. Et le dernier thé, très fier de vous le montrer, est un thé produit en Bretagne, en France. Aujourd'hui, on ne va pas le déguster parce que je le réserve pour une autre vidéo. Et donc, ce petit thé blanc japonais, là j'ai déjà la bonne quantité qu'il me faut. Donc c'est pareil, on va doser assez généreusement. Là, on va mettre allez, un peu plus de 2 grammes, 2,5 grammes pour... je vais infuser, je pense, 15 centilitres maximum. J'ai mon eau qui est à 80 degrés. Cette fois-ci, je ne vais pas la refroidir. Je vais directement la verser. Parce que 80 degrés pour ce thé-là, c'est bien. L'infusion sera plus rapide aussi. L'action de la fermentation sur ce thé-là va vraiment amener beaucoup plus de saveur et ça va aller plus rapidement. Après 4 minutes d'infusion, versez ce joli thé blanc fermenté. Alors, vous voyez une très belle couleur, beaucoup plus prononcée que tout à l'heure. En raison à cela, une eau plus chaude, mais surtout l'action de la fermentation. On a vu des feuilles plus sombres. On est sur un process tellement différent que le résultat n'a rien à voir. Donc on est plus chaud, on va boire ça tout doucement, tranquillement. En attendant que ça refroidisse, on va pouvoir profiter du parfum des feuilles.
C'est généreux, la liqueur est très épaisse. Donc, raison à cela, il y a le duvet, mais aussi voilà, cette fermentation qui va apporter un côté goulayant à la liqueur. Et bien, somme toute, un thé très agréable, poétiquement baptisé Nuit Blanche sur le comptoir Curiosity. Une expérience en soi. Et c'est à ce moment-là que s'arrête notre parcours pour aujourd'hui sur la voie du thé. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. J'espère que je vous aurai tout aussi attentif, n'est-ce pas? En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, cultivez encore et toujours votre curiosité. Allez, à dimanche prochain.